Bonjour Karen. Je suis ravie d'être à tes côtés pour cette nouvelle page de l'histoire de NetExplo qui démarre avec toi. Peut-être déjà, rappelle-nous en quelques mots ce qu'est NetExplo. D'abord, bonjour à tous. Merci Aurélie de nous accompagner lors de cette journée. Je voulais aussi remercier le président Restino de nous accueillir dans ce lieu magnifique, dans ce lieu qui nous rassemble en fait autour des sujets de l'innovation, de l'entreprise, de la société. Donc je suis vraiment ravie d'être ici. Donc j'ai pris la direction de NetExplo il y a 3 mois, donc c'est tout récent. Donc NetExplo, c'est quoi? NetExplo, c'est tout d'abord un observatoire sur les tendances, sur les innovations pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc on met en avant des innovations à travers des publications, des études, des événements comme aujourd'hui. Et puis le deuxième pilier, on l'a évoqué juste tout à l'heure, mais c'est les compétences. Donc en fait, comment développer les compétences des collaborateurs, des managers pour faire face à ces nouvelles technologies de demain et pour skiller et upskiller les collaborateurs. Alors Karen, aujourd'hui, je le disais en introduction, on va entendre des grandes entreprises qui vont venir partager leur vision, on va entendre des startups aussi qui s'emparent du sujet de l'IA générative, et puis il y aura 3 temps forts, 3 moments où on va entendre NetExplo. Tout à fait. Donc NetExplo, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc on va avoir 3 temps forts. On va avoir d'abord un panorama de l'IA générative par Marcus Godard, qui est VP Intelligence et qui va nous partager des innovations sur cette thématique. Ensuite, nous allons avoir une conversation entre Caroline Zeller, qui est Prompt Engineer, et Sylvain Loradour, qui est Chief Creativity Officer chez NetExplo, et qui vont nous montrer en fait comment on peut allier la créativité et cette nouvelle technologie qui est l'IA générative, et comment on peut mettre en avant nos idées à travers cette belle technologie. Et puis enfin, on aura l'honneur d'avoir Julien Lévy, qui est professeur et directeur du Centre Innover et Entreprendre d'HEC, qui va nous dévoiler justement les résultats de l'étude annuelle que nous avons faite avec les entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui, de quel est l'impact de l'IA générative sur les travails, les compétences, la gouvernance ou encore l'éthique en entreprise. Karen, dernier point, pour accompagner cette transformation, vous avez lancé une formation sur l'IA générative. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc, tout à fait, nous avons récemment lancé cette formation qui s'appelle Playbook AI Generative, dont l'objectif c'est justement de démystifier les enjeux, les risques et avoir à la fois une méthodologie, une pédagogie autour de ce sujet, mais aussi des cas pratiques, des cas où on va apprendre aux apprenants à prompter, à mieux appréhender l'outil. Donc voilà. Non, je crois qu'on n'a pas de slide autour de cette formation. Merci beaucoup Karen. Tu es allée cette semaine pour ce sommet interviewer le ministre du Travail, Olivier Dussopt, aux côtés du président de Topix, Bruno Mettling. On va regarder tout de suite ensemble. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Cette année, la thématique choisie dans le cadre de l'Observatoire Transformation et Compétences d'avenir est autour de l'IA générative. Pour mettre un peu en perspective, ChatGPT d'OpenAI a connu la plus grande adoption en termes d'usage technologique avec plus de 100 millions d'utilisateurs en moins de 3 mois. TikTok a mis uniquement 9 mois pour le faire. Selon vous, Monsieur le ministre, comment le ministère doit-il appréhender ce nouveau sujet qui fait l'objet de développements fulgurants des usages? En réalité, ce n'est pas au ministère du Travail seul d'appréhender la question de l'IA générative. C'est plutôt un travail interministériel et de la puissance publique. La Première ministre a mis en place, il y a maintenant quelques semaines, une commission coprésidée par Philippe Aghion et Anne Bouvreau, 2 spécialistes dans leur domaine, réputés, entourés d'autres spécialistes, avec comme objectif de couvrir tous les champs de l'action publique qui peuvent être concernés par l'IA générative, c'est-à-dire à peu près toute l'action publique. Et donc notre enjeu, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette commission puisse évidemment travailler, procéder à un certain nombre de constats, rassembler la documentation existante et puis aborder quelques sujets qui nous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur en particulier au ministère du Travail sur la manière dont l'intelligence artificielle va avoir des conséquences sur la productivité. Quels sont les emplois qui sont menacés? Nous savons que c'est une crainte, parfois même un risque. Quels sont les emplois qui peuvent être créés et où est-ce qu'on peut gagner en productivité? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va avoir un impact aussi et des conséquences sur la manière dont s'organise le travail, dont l'activité professionnelle est exercée, et le rapport
parfois un peu fantasmé, sinon craint là encore, entre l'homme et la machine, ou entre l'homme et le logiciel. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement larges, sur lesquels nous avançons, sur lesquels nous essayons de trouver des voies de sortie, et finalement de voir cette question de la transition, parce que c'est une nouvelle transition que nous connaissons, une nouvelle révolution, un peu comme nous l'avons fait dans le cadre de la transition écologique avec le rapport Pisani-Ferry. C'est-à-dire que le rapport Pisani-Ferry vient après que la nécessité de la transition écologique soit constatée. Là, nous sommes plutôt sur une logique qui essaye de précéder les plus gros impacts de l'IA en essayant de penser là où les emplois seront supprimés, là où ils seront créés. Et si on peut localiser, et quand je dis localiser, c'est au sens géographique du terme, ces créations et ces emplois, ainsi que les besoins d'accompagnement auxquels nous devrons répondre dans les temps qui viennent. Monsieur le ministre, bonjour. D'après le Forum économique, c'est près de 40% des compétences couramment utilisées dans l'activité quotidienne par les salariés de ce pays. C'est près de 60% des salariés qui devraient être formés dans les 5 prochaines années aux enjeux de l'IA et aux conséquences sur leur activité au quotidien. Comment est-ce que le ministère, dans le rôle qui est le sien, peut accompagner, aider le tissu économique dans toutes ses dimensions, dans toutes ses spécificités, face à cette incroyable mutation dont dépend évidemment l'impact de l'IA sur l'emploi? D'abord et avant tout par une prise de conscience partagée. Parce que les chiffres sont massifs. Quand on parle de 60% de salariés, quand on parle de 40% des compétences, on parle en réalité de toute la population. Et donc la prise de conscience, et la commission que j'évoquais va y participer, mais au-delà, tous les débats publics autour de l'IA sont une forme de nécessité pour que chaque entreprise, chaque salarié, chaque organisation professionnelle ou chaque organisation syndicale puisse penser l'IA et anticiper l'IA. L'État a évidemment un rôle à jouer. Un rôle en matière de formation, c'est la formation continue. Parce que nous savons que des compétences aujourd'hui exercées dans des métiers particuliers vont être bouleversées, vont être mises en cause, que pour certaines activités, certaines tâches, nous savons d'ores et déjà que l'IA permet d'être finalement plus productif que l'être humain, notamment sur des traitements de données, sur des choses très répétitives, des choses qui sont organisées en forme de série. Et donc c'est peut-être une opportunité aussi de quitter ou d'abandonner quelques tâches extrêmement répétitives pour aller vers d'autres. Mais comment est-ce qu'il faut le faire en évitant les décrochages? Il faut le faire à la fois en prévoyant, mais aussi en accompagnant les entreprises sur la formation de leurs salariés. Pendant la crise du Covid, les partenaires sociaux ont créé un dispositif qu'on avait pensé comme un dispositif défensif, qui est le FNE Formation. Et ce FNE Formation, ce sont des crédits budgétaires en réalité, pour financer la formation des salariés. Et l'idée, l'objectif même que les partenaires sociaux poursuivaient et que le gouvernement partage, était de permettre à des entreprises qui auraient connu d'immenses difficultés pendant la crise Covid, des périodes d'activité partielle de longue durée, de former leurs salariés à de nouveaux métiers et ainsi envisager des reclassements. Les choses ne se sont pas passées comme nous le craignions, et c'est tant mieux. L'économie a continué à créer de l'emploi, et le FNE Formation est resté, et nous l'avons changé. Depuis maintenant quelques mois, j'ai modifié ces critères d'éligibilité pour faire en sorte que ce fonds d'aide à la formation des salariés ne soit pas réservé qu'aux entreprises en difficulté, que par exemple la condition qui consistait à avoir besoin de recourir à de l'activité partielle de longue durée ne soit plus là, mais plutôt pour former des salariés, participer au financement de la formation de salariés dans des entreprises dont les métiers connaissent des transitions. Quelle forme de transition? Les transitions écologiques et les transitions numériques. Et évidemment, l'IA en fait partie. En 2024, ce sont, dans le cas du budget qui est en cours d'examen au Parlement, ce sont 275 millions d'euros qui sont prévus au titre du FNE Formation, en plus de tous les dispositifs classiques que nous connaissons, en plus de l'engagement des OPCO dans le secteur de la formation continue, et de la nécessité que nous avons, c'est le deuxième point, de faire pivoter tout notre système de formation initiale. Et puis il y a un point qui me tient beaucoup à cœur, qui concerne finalement la formation des plus éloignés de l'emploi et peut-être des plus éloignés du numérique et par définition de l'IA. Je pense aux demandeurs d'emploi, je pense aux allocataires du RSA. La formation des demandeurs d'emploi, c'est une compétence des régions. Mais depuis 2018, l'État, de manière très très volontariste, s'est engagé et cofinance cette compétence régionale. C'est un système un peu particulier où l'État vient apporter beaucoup d'argent au cofinancement d'une compétence qui est une compétence purement régionale. La formation des demandeurs d'emploi. C'est ce qu'on appelle le plan d'investissement dans les compétences. Et ce plan d'investissement dans les compétences, il se termine là en fin d'année 2023. Il est efficace. On sait qu'un demandeur d'emploi qui bénéficie d'une formation qualifiante dans le cadre de ce qu'on appelle le PIC voit son taux de retour à l'emploi augmenter de 10 points. Un demandeur d'emploi senior
qui suit une telle formation voit son taux d'emploi augmenter de 17 points. Donc c'est efficace pour le retour à l'emploi. Et nous allons renouveler le PIC. Je discute actuellement avec les régions pour négocier les nouveaux plans régionaux d'investissement dans les compétences pour que chaque région ait sa déclinaison. Et dans ce cadre-là, quelles sont les priorités de financement? Les métiers de la transition à nouveau, et les métiers en tension bien évidemment. Mais on retrouve les métiers de la transition et donc les métiers du numérique. Et puis il y a un point qui me paraît essentiel et qui nous éloigne de l'IA, en tout cas au sens des débats autour de l'IA qu'on peut avoir dans des cercles très initiés, très informés, très spécialisés. Mais nous savons que parmi les demandeurs d'emploi, parmi les allocataires du RSA, nous avons aussi des difficultés quant à la maîtrise des savoirs de base. Et donc, de la même manière que la lutte contre l'illettrisme, que l'apprentissage du français pour des salariés allophones, j'ajoute au programme de financement et à ces programmes prioritaires la lutte contre l'électronisme. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer que des demandeurs d'emploi et demain des salariés victimes d'électronisme puissent, dans le cadre de leur activité professionnelle, être formés à l'utilisation de l'IA? De la même manière que la première brique pour accéder à l'emploi, c'est la lutte contre l'illettrisme et la maîtrise des savoirs de base, parce que c'est une priorité, enfin, c'est même pas une priorité, c'est une nécessité pour avoir accès à un emploi et exercer une activité professionnelle. La lutte contre l'électronisme, c'est la première brique pour avoir une chance ensuite d'accéder à des formations qui permettent de maîtriser l'IA, en tout cas de l'appréhender dans un cadre professionnel. Face à l'émergence des usages d'intelligence artificielle professionnelle et personnelle, un encadrement de l'IA en matière de sécurité, en matière d'éthique, en matière de protection des données semble indispensable. Néanmoins, ça peut également être perçu comme un frein à l'innovation. Monsieur le ministre, quelle est l'approche éthique, juridique, réglementaire qu'il faudrait mettre en place pour l'IA générative? Je pense que c'est une approche qui doit d'abord se caractériser par sa prudence et son pragmatisme. Et l'expérimentation est nécessaire avant de généraliser, avant de normer et avant de vouloir inventer des règles pour des systèmes que nous ne connaissons pas. Chaque période de notre histoire économique a été marquée par des craintes et par des mouvements d'inquiétude, d'angoisse dès qu'une nouvelle technologie apparaît. C'était le cas avec le moteur à vapeur et le moteur à explosion. Ça a été le cas avec l'informatisation. Ça a été le cas avec la digitalisation. Et c'est très normal. Parce qu'il y a d'abord un repli qu'on peut qualifier de ludiste, avec le sentiment que la machine va remplacer l'homme. Il y a parfois même un sentiment qui relève presque du malthusianisme, en ayant peur qu'il n'y ait plus assez de travail pour tout le monde. Et on s'aperçoit, après coup, que dans la plupart des cas, les transformations technologiques, ont plutôt permis l'augmentation de la productivité et l'amélioration des conditions de travail. Et donc faisons d'abord le pari de l'optimisme sur le recours à l'IA. Après, il faut d'ores et déjà penser la manière dont nous allons travailler, la manière dont nous allons normer. Je pense que la bonne approche n'est pas nécessairement nationale, qu'elle doit être plutôt européenne que nationale, si on veut éviter que se créent des systèmes trop différenciés. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faudra qu'on puisse intégrer dans ces règles des choses qui peuvent paraître tomber sous le sens, mais qui renvoient au rapport entre l'humain et l'artificiel, ou l'humain et la technologie. Nous ne devons pas accepter des pratiques de scoring, des pratiques de classement, des pratiques parfois de licenciement, dans lesquelles l'intervention humaine serait totalement supprimée. On sait qu'il y a malheureusement quelques contre-exemples, non pas en Europe, mais sur d'autres continents, avec des premiers salariés qui ont pu se voir notifier un licenciement parce que le système numérique qui encadre leur activité les a considérés comme n'étant pas à la hauteur. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Donc il faut penser ce rapport-là. Et puis il faut le penser par l'expérimentation, je le disais tout à l'heure, parce que bien souvent on voit que dans les premiers exemples que nous avons, les premiers retours que nous avons, que ceux qui espèrent beaucoup en termes de diminution de charge de travail, en termes d'explosion de la productivité et donc presque le rêve d'une société sans travail où la machine remplacerait l'homme pour toutes les activités productives, sont assez déçus des résultats concrets de l'IA. Et à l'inverse, et c'est plutôt rassurant, ceux qui sont les plus inquiets de l'IA, lorsque celle-ci est intégrée dans leurs process, intégrée dans leurs entreprises, sont, après quelques mois, quelques années, en réalité plutôt rassurés sur les effets de l'IA sur leurs conditions de travail. Donc prenons un peu de temps, pensons à l'échelle européenne et veillons en termes de déontologie à ce que ce rapport entre l'homme et la machine soit toujours à l'avantage de l'homme. Monsieur le ministre, on a parlé depuis le début de cet échange de craintes, mais aussi de risques, d'enjeux, d'encadrement.
Ce qui peut contribuer à rassurer les salariés, c'est le dialogue social, c'est-à-dire la manière dont ceux qui ont pris l'engagement de représenter les salariés ou ceux qui représentent les entreprises savent organiser par rapport à un bouleversement aussi important les conditions de la transition. Donc, de votre point de vue, comment le ministère, comment le ministre du Travail que vous êtes envisage l'association des partenaires sociaux aux différents niveaux à cette transition? Je pense d'abord que, comme l'ensemble des acteurs de notre société, les partenaires sociaux doivent se former à l'IA. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours, c'est vrai pour le gouvernement, pour l'État, les pouvoirs publics, c'est vrai pour les partenaires sociaux, consistant à dire l'IA est une opportunité ou un risque, le débat est là, mais il faut former pour prévenir, pour anticiper, pour accompagner, si ceux qui le disent ne se forment pas eux-mêmes. Donc c'est la première nécessité, c'est de se former. La deuxième, c'est qu'il va certainement falloir inventer de nouvelles modalités de dialogue social, de nouvelles prises en compte d'une réalité professionnelle qui n'existe pas aujourd'hui et qui existera demain. Il y a un sujet, je le dis devant vous, que vous connaissez bien, c'est un sujet qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est le travail de plateforme. Quel choix avons-nous fait en France? Le choix du dialogue social pour la création de nouveaux droits en direction d'une catégorie de travailleurs qui sont des travailleurs indépendants, mais dont l'activité dépend d'une plateforme qui représente un certain pouvoir et une certaine emprise financière, économique et technologique. Et cette structuration, à la fois par la structuration, la représentation collective de travailleurs indépendants et par la mise en place d'un dialogue social que personne n'imaginait il y a quelques années, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse donner des droits collectifs dans le cadre d'une négociation collective pour des travailleurs indépendants qui organisent eux-mêmes leur représentation. C'est quelque chose que personne n'avait pensé. Je pense qu'avec l'IA, on va devoir faire preuve de la même imagination. Puis il y a un troisième point, qui est l'observation. Et je pense que c'est une forme de formation, d'une certaine manière. Et nous avons, au ministère du Travail, un partenariat qui est très fort avec l'INRIA autour d'un projet qu'on appelle le Laboria, qui est un très beau projet et un très beau lieu aussi. C'est d'ailleurs assez symbolique, plus que symptomatique. C'est un lieu absolument magnifique qui est le siège d'une ancienne industrie qui elle-même était une innovation à son époque. Et ce lieu accueille à la fois des startups, parce que c'est un incubateur en matière de startups qui développent des solutions d'intelligence artificielle. Il accueille des formations pour justement former des travailleurs, former des demandeurs d'emploi à l'IA, à la digitalisation et à de nouvelles formes de travail et de nouvelles compétences dans un lieu totalement intégré. Puis il accueille des structures, et notamment une structure associative porteuse de l'ensemble de ce projet, qui développe des solutions en matière d'IA pour le compte soit de clients privés, soit d'administration publique. C'est le cas du Parlement, c'est le cas du gouvernement, avant soit de les commercialiser s'il s'agit d'un projet totalement défini, soit de les partager. Et dans ce même lieu se déroulent des temps d'observation et des temps de débat. Et c'est de ces expérimentations, de ces observations, que l'on tire les premiers enseignements que j'évoquais il y a un instant. Le fait que les plus inquiets par l'IA sont ceux qui ne connaissent pas l'IA dans leur cadre professionnel, mais qu'une fois que celle-ci est entrée dans leur entreprise, l'inquiétude a beaucoup baissé. Et les plus enthousiastes, parce qu'ils imaginent une société sans travail, constatent que l'IA ne remplace pas le travail et qu'on travaille différemment, mais qu'on continue à travailler. Et je pense que c'est assez rassurant dans les deux sens en réalité, et que pour les partenaires sociaux, c'est bien aussi de pouvoir compter sur ces lieux d'observation et d'expérimentation. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de soutenir l'Observatoire Transformation et Compétences d'Avenir et les DRH des entreprises qui ont fondé cet observatoire? Pour les nommer, nous avons Airbus, BNP Paribas, Bouygues, Crédit Agricole, Engie, Orange, Safran ou encore Veolia. D'abord parce qu'il y avait une concomitance de temps avec la création de NetExpo et c'était utile. Et puis tout simplement parce que, de la même manière que je suis convaincu que l'observation, l'expérimentation, la formation sont des nécessités, encourager celles et ceux qui se réunissent pour mener ces débats, les faire en irriguer la société tout entière, en irriguer le monde professionnel, est une nécessité. Donc c'est la raison très, très simple finalement du soutien. Pour préparer cette interview avec Karen, on a testé nos questions avec ChatGPT, puis ensuite on l'a retravaillé et reformulé. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous utilisez l'IA générative dans votre travail, dans votre quotidien? Non, pas directement. Pas directement, et je ne sais pas si mon cabinet l'utilise pour rédiger certains de mes discours. J'ose espérer que non ou pas encore, mais ça je vérifierai avec eux. Par contre, nos services développent des formules autour de l'IA. Je pense à des choses là aussi très pragmatiques mais très utiles lorsqu'on fait du sourcing ou du matching, pardon pour les anglicismes, mais en matière
de rapprochement des offres d'emploi et des profils de candidats et de chercheurs d'emploi. On va notamment l'expérimenter en 2024 pour améliorer tout ce matching, pour reprendre l'anglicisme, notamment pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Parce qu'on sait que dans les offres d'emploi et dans les caractéristiques qu'elles recèlent, dans les informations qu'elles portent, sans jamais être dans la discrimination ni positive ni négative, il peut y avoir des informations très utiles. Je prends un exemple, mais beaucoup des personnes qui sont atteintes d'un trouble autistique ont plus de difficultés à travailler dans un environnement très lumineux plutôt que dans un environnement avec une luminosité plus apaisée. Avoir des informations sur le cadre de travail peut permettre d'améliorer cette concordance entre les offres et les profils des candidats. Nous avons d'autres outils qui permettent, par exemple, d'analyser l'ensemble des messages échangés entre eux, et de manière anonyme bien sûr, mais l'ensemble des messages échangés entre les demandeurs d'emploi et leurs conseillers sur les mails, mais aussi sur les boîtes de messagerie des systèmes de Pôle emploi. Et ça permet aussi de repérer et de préparer des réponses de meilleure qualité qui, par définition, se nourrissent progressivement pour être toujours plus opportunes, toujours plus pertinentes et ainsi gagner du temps afin de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Et puis nous développons un autre système. Nous avons un outil qui marche très très bien, qui est le code du travail que nous avons dématérialisé. Nous avons non pas créé un code du travail, il existait, mais le code du travail numérique existe aujourd'hui. Il est extrêmement consulté. Il a le grand mérite de permettre à quelqu'un qui ne connaît pas le code du travail de poser des questions, de dire sa problématique et ensuite d'être renvoyé vers les articles avec des explications, avec des liens vers telle ou telle jurisprudence, telle ou telle information. Et nous souhaitons aller un peu plus loin. Nous avons un outil qui s'appelle Albert. Ne me demandez pas le sens de l'acronyme, mais il s'appelle Albert. Il faut nourrir Albert pour que ce code du travail numérique version 2.0 soit encore meilleur. Et ce sont autant de démonstrations du fait que nos administrations se saisissent aujourd'hui de cette problématique. Mais ces expérimentations ne règlent pas, ne répondent pas aux questions de déontologie, d'interaction entre l'humain et la machine que nous avons évoquées. Elles montrent juste, peut-être, que grâce à ces nouveaux systèmes et cette nouvelle technologie, on peut gagner du temps et on peut améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Karen et moi, on était très sensibles à votre temps. Merci beaucoup pour cette contribution à nos travaux. Voilà, le coup d'envoi du sommet Transformation et compétences d'avenir est donné.